Le premier, c'est tout seigneur, tout honneur, si j'ose dire, c'est Captain Train. On dit Captain Train ou Captain Train? Alors, prends un micro. Donc là, c'est, je pense, j'en connais pas, je connais pas mieux en termes de création de valeur dans le délai le plus court. 200 millions. Moi, je me rappelle de la création de Captain Train. Alors, Captain Train, c'est j'achète un billet de train français de la SNCF au même tarif que le vend la SNCF. Voilà le pari. C'est à peu près ça. Et alors, pourquoi les gens iront sur Captain Train? Parce que l'ergonomie est meilleure. Est-ce que c'est ça le concept de Captain Train? C'est pas exactement ça. Alors, on est les seuls à vendre l'intégralité des billets de train français, enfin en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, et bientôt au Royaume-Uni, j'espère, puisqu'on s'est fait racheter effectivement par notre concurrent britannique. Et effectivement, donc les gens viennent pour ça, pour cette richesse, et après restent parce qu'effectivement, on a beaucoup travaillé l'ergonomie, l'expérience d'achat, la qualité de support client, et on fait en sorte que le parcours client soit le plus efficace possible, le plus beau possible, le plus agréable possible, et avec un service client derrière vraiment de qualité premium. Et ça vaut 200 millions d'euros. Je ne peux pas confirmer le prix, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, c'est les journalistes qui ont donné le chiffre qui a été communiqué. Voilà. Et entre la création et la cession à votre concurrent anglais, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé 7 ans, on a commencé en 2009 et aujourd'hui on est une soixantaine de personnes dans le centre de Paris. D'accord, je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est une création, on dirait le régime Weight Watchers. Il a perdu 8 kilos, je l'ai connu, il était énorme et on peut donc l'applaudir. Autre exemple, Mano Mano. Donc les deux fondateurs de Mano Mano sont ici. Alors Mano Mano, la spécificité de Mano Mano, donc outre que vous venez, ça s'appelait Mon Échelle, hein, je crois au départ. Donc vous venez de lever 13 millions d'euros pour financer votre développement international. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est Mano Mano? Mano Mano, c'est une place de marché, mais c'est avant tout un e-commerçant spécialisé dans le bricolage et le jardinage. Donc l'objectif, c'est de proposer au public un choix extrêmement large, 10 à 15 fois le choix qu'on a dans les grandes surfaces de bricolage, avec des prix évidemment attractifs et surtout une différence qui est le conseil, avec un aspect très communautaire. Donc ça, c'est la partie en amont de la chaîne de valeur, donc la partie conseil et achat, et puis il y a la partie aval de la chaîne de valeur. On essaie également d'innover sur des services un peu disrupteurs par rapport au marché. Donc on a créé Super Mano il y a quelques mois. Et Super Mano, c'est un bricoleur à domicile. Et la particularité de ce bricoleur, c'est que c'est vous et moi. C'est un particulier à 70%. Vous avez un peu d'auto-entrepreneur, mais qui vient chez vous pour 15 à 20 euros de l'heure, monter un meuble ou mettre un réservoir de douche. Voilà, c'est du collaboratif pur et dur. Donc c'est le mythe du bricoleur musclé qui vient l'après-midi parce que madame a quelque chose à monter. On n'a pas encore de mariage Super Mano et cliente. En revanche, c'est vrai que 75% ce sont des agentes féminines qui sont clientes sur Super Mano. À l'inverse de Mano Mano, on est plus à 65% masculin. Voilà. Donc c'est une place de marché, ça veut dire que les produits sont proposés par des professionnels, c'est bien ça? Exactement. Le premier job sur Madame No, ça a été de construire, quand on parle de la poule et l'œuf, hein, c'est un peu le lancement, le thème de vos questions. On a créé cette offre-là vis-à-vis de professionnels. Donc on a cherché plutôt des gens qui étaient spécialisés en B2B, qui vendaient du matériel de bricolage et de jardinage. Et on a constitué cette offre qui n'existait pas sur le web à l'époque, donc on s'est lancé il y a 3 ans. Donc c'était la première mission de Feu Mon Échelle, c'est de constituer cette offre. Et ensuite, on le propose à des clients qui sont des particuliers à 90%, en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie et bientôt en Allemagne. On verra si Thierry de Barneau et mon ami Kuntz sont capables de faire le même exercice, parce qu'il y a 2 autres cofondateurs ici. Alors la question que tout le monde se pose, ils mettent la barre haute hein, en termes de collaboratif. La question que tout le monde se pose pour les places de marché, et je pense que c'est une question essentielle auquel certaines places de marché n'ont jamais pu répondre, c'est l'œuf et la poule. Parce que pour que les professionnels mettent des produits, il faut qu'il y ait des clients qui viennent, et pour que des clients qui viennent, il faut qu'il y ait des produits à vendre, et un minimum de marketing et de connaissance de la marque. Donc comment vous avez amorcé la pompe? C'est pour ça que nous sommes deux fondateurs, parce qu'au final, c'est 2 business dos à dos, ou main dans la main comme on veut, mano dans la mano. On a commencé le travail du côté de la poule. Je te laisse le micro. Je suis la poule alors.
Alors en tant que pool, on a donc commencé à créer l'offre, c'est un peu ce qu'on disait, donc créer cette offre qui n'existait pas assez peu, qui était pas peu visible, qui était plutôt une offre B2B. Donc on a créé notre offre. Et ce qui est important chez Manamano, c'est que nous, on a un seul mot, c'est préparation. Donc on a préparé pendant 3 mois cette offre. Et nous, j'ai démarché une dizaine de marchands et on s'est réellement mis dans l'opérationnel quand un marchand a dit oui. Donc on a foncé, on a commencé à travailler également le marketing. Et c'est le seul marchand qui n'est pas venu au final, finalement. Donc, mais ça n'a pas été très grave. Mais au moins, on savait que psychologiquement, on était assez sécurisé parce qu'un marchand qui a 30 000 produits a dit « je viens et je vous suis dans l'opération ». Mais il n'est pas venu. Et côté demande, de la même manière, on a pas mal préparé les choses. On s'est entouré d'experts du SEO en se disant on va vraiment préparer notre référencement. Donc on a mis 4 mois à sortir un site qui se voulait vraiment optimiser pour le SEO. On a sorti le site le 1er février 2013. Et 3 semaines plus tard, le site se retrouvait avec 0 trafic, avec Sandbox de Google. J'espère qu'il n'y a personne de Google ici, mais on l'est probablement un peu trop optimisé en termes de SEO. Et le résultat a été qu'on s'est retrouvé avec 4 mois avec 0 trafic. Conclusion, je ne dirais pas ne préparez pas, mais en tout cas, notre préparation a été peut-être un peu trop loin. Qu'est-ce qui a fait démarrer le trafic et qui fait que de plus en plus de marchands sont allés se référencer sur ManoMano? Alors, ce qui a fait démarrer Il y a eu un événement particulier? On a commencé à payer. C'est-à-dire qu'on s'est mis sur AdWords, sur du référencement payant. Et très naturellement, le fait d'avoir un référencement payant induit un trafic de meilleure qualité, moins de taux de rebond. Et donc, ça a rendu notre site un peu plus attractif. Et on s'est mis à acheter des clients. Et puis, des clients achetés, on finit par faire venir des clients gratuits. Et c'est ainsi que le modèle a commencé. Mais en attendant, pendant 4 ou 5 mois, on s'est retrouvé sans trafic, sans vente, avec plus d'une vingtaine de marchands à ce moment-là qui n'avaient 0 vente sur le site. La période des moments difficiles, moments de solitude. Oui, il faut tenir les marchands en disant ça va venir, la prochaine c'est pour vous, la prochaine commande est pour vous, etc. Il faut un peu les tenir. On a fait ça donc, pendant 6 mois, mais ça nous a appris à bien roder nos opérationnels. Mais pour répondre à votre question, la spécificité de ManoMano, c'est que oui, on est un pure player place de marché, mais on se qualifie comme place de marché fermée. Dans le sens où aujourd'hui, il y a plus de monde qui veulent rentrer chez nous qu'on ne souhaiterait. Donc il y a un vrai tri qualitatif en termes de service, en termes de prix, en termes de tout ce que vous voulez, de scalabilité du partenaire, pour pouvoir rentrer chez nous. Donc là, il y a un vrai prix à rentrer chez nous, et on n'est pas comme les autres places de marché très généralistes qui vont un peu prendre tout le monde, vont travailler beaucoup dans la masse, alors que nous, on travaille plutôt dans la qualité avec nos marchands. Voilà. Merci. Alors, DigiSchool, on se connaît depuis longtemps avec Anthony Kuntz, qui a créé une agence qui s'appelait Créactive, et qui existe toujours d'ailleurs, à Lyon. Et vous êtes, ce qui est de remarquable chez DigiSchool, c'est le nombre d'utilisateurs. Donc tu peux nous rappeler ce qu'est DigiSchool? DigiSchool, c'est aujourd'hui le leader de l'éducation numérique en France, sur le segment des 15-25, avec à peu près 8 millions de visites par mois. En ce moment, c'est beaucoup plus, hein, et plus de 5000 inscrits par jour. Donc ça, c'est aussi la vraie force de notre plateforme. Donc ça veut dire que c'est un site où on révise? C'est une plateforme sur laquelle on révise, on prépare ses examens et on s'oriente. Et quel est le modèle économique? Alors pour le coup, on a totalement inversé les rôles parce que c'est Anthony qui gère toute la partie commerciale et moi plus la partie produit et audience. Mais ça montre notre complémentarité. Le modèle économique, il est assez simple. On génère énormément d'audience et on va monétiser cette audience avec de la publicité en affinité. Et donc on met en relation les jeunes avec à la fois des écoles et des entreprises. Il n'y a que des hommes, tu as raison. Valérie, la seule femme. En politique, vous seriez... Oui, mais on a eu plein de femmes toute la journée. Et là, on est en fin de journée. Pardon, je t'en prie. Vous ne m'avez pas écouté, Pierre. Je vous pardonne. Donc oui, je disais le modèle économique de DigiSchool, parce qu'ils ont des millions d'utilisateurs, mais c'est gratuit. C'est gratuit pour les jeunes. On monétise en mettant en relation, grâce à la big data, les jeunes avec les écoles et les entreprises qui recrutent des jeunes. Et donc, on va profiler l'ensemble des jeunes qui apprennent chez nous pour pouvoir les mettre en relation avec les meilleures écoles et les meilleures entreprises. Donc, c'est une logique publicitaire sur la gestion du trafic sur Internet. J'ai la solution, je vais la développer. Et le problème de Julien, c'est d'expliquer à ses interlocuteurs, 1, qu'il y a un besoin, 2, qu'il y a la réponse, et 3, qu'on peut gagner de l'argent. Et je t'ai vu, parce qu'on se connaît bien, j'ai vu que tu as ramé, et tout d'un coup, ça décolle. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Cedexis? Cedexis, on dirait un peu le nom d'une banque. Oui, je suis d'accord.
En fait, à force d'être entouré de startups qui cherchaient de l'or, je me suis dit, plutôt que d'aller chercher des pépites, je vais aller construire je vais leur vendre des pelles. Et en fait, c'était un peu l'idée. Donc, on est spécialisé dans les bas-fonds de l'Internet. Donc, si je fais un parallèle, l'Internet, c'est 50 000 réseaux interconnectés entre eux, un peu comme des routes, des autoroutes, des nationales et départementales. Et puis, il y a des embouteillages. Alors, je sais que vous avez un plan pour pouvoir accélérer ça. Et donc, moi, je vais m'occuper de la partie sur Internet. Et donc, en fait, on a remarqué que, par exemple, 100 millisecondes de perdu pour un site comme Amazon, c'est 1% des ventes. On a remarqué que 81% des internautes arrêtent de regarder une vidéo quand elle bufferise. Et donc, à force de comprendre comment fonctionnent les dessous de l'Internet, on a monté 3 briques principales. Une brique où on collecte des milliards d'informations sur l'état de santé de l'Internet, des réseaux, des clouds, des CDN, donc tous les mots un peu compliqués, qui proviennent, en fait, ces 7 milliards proviennent aujourd'hui d'entre 500 millions et 900 millions d'utilisateurs par jour. Quand on parle de big data, aujourd'hui on parlait de big data, on va parler de smart data, de learning. Donc déjà, ça, ce premier point était bien identifié. Et puis une fois qu'on a montré le problème, tant qu'à faire de le résoudre, c'est quand même là où on va faire un peu d'argent. Et donc on va aiguiller, d'où notre surnom, les aiguilleurs du net. On va prendre chaque utilisateur, le faire passer par le meilleur réseau pour l'amener vers le meilleur serveur en temps réel. Mais là, ça reste toujours un discours de geek. Et donc, la troisième brique, c'était de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir montrer l'impact sur les revenus. Donc, je prends un exemple, un site de e-commerce qui veut garder l'avantage concurrentiel, donc je n'ai pas le droit de le nommer, mais une demi-seconde par page, c'est 100 commandes par jour, c'est 1 million d'euros par an. Pour LinkedIn, il y a tellement de micro-pannes sur Internet que LinkedIn, toutes les semaines, on leur fait gagner 1 million de minutes d'audience. Donc, quand on nous compare à Coyote, vous avez les gens qui vous disent « Attention, il y a un bouchon, charge à vous d'aller dans le bouchon ou de prendre la prochaine sortie. Moi, je vais prendre le volant, je vais prendre la prochaine sortie, je vais vous éviter le bouchon et je vais vous dire grâce à ça, vous avez gagné X millions d'euros. » Voilà, et maintenant, Julien développe ça à l'international. C'est une entreprise francilienne. Alors, Valérie Pécresse, présidente de la région d'Île-de-France, pas start-upeuse, mais on s'est connus... Oh, si, ça ressemble. Hein. Remettre la région sur les rails, c'est un peu comme Alors, tu vas nous expliquer ce que tu as fait depuis que tu es élu. On s'est connus en 1998. C'est pas dégraisser le mammouth, mais... Pardon ? C'est pas dégraisser le mammouth, mais c'est monter une vraie start-up. Absolument. Donc, je crois que tu n'as pas été inactive depuis que tu as été élu. On s'est connus en 1998. Valérie était conseillère du président Jacques Chirac aux nouvelles technologies. Et moi, je créais le BG. Et on avait un projet de festival à Chambord, festival du digital à Chambord. Mais malheureusement, il y a l'élection de 2002 qui nous fonçait devant. Et on n'a pas pu le faire pour différentes raisons, parce que on rentrait dans une période électorale. Et donc depuis ton élection, j'ai vu que tu avais fait énormément de rationalisation. Est-ce que tu peux nous expliquer Le sujet, c'est vraiment, vous êtes dans le 21e siècle, nous, on était encore au milieu du 20e siècle. Nous, on a un agent qui fait le dossier papier et puis un agent qui fait la saisie informatique. On n'a pas encore de système d'information. L'open data est totalement balbutiant. Vous n'avez rien en ligne, vous ne savez rien. On n'avait aucun contrat de performance, aucune évaluation d'aucune des politiques qu'on mène. On dépense 600 millions d'euros, par exemple, sur la formation. On n'a pas un contrat de performance des centres d'apprentissage. On ne sait pas où il y a des débouchés, où il y a des places vides, quel est le taux de réussite, quels sont les publics accueillis, rien. Or, on sait, parce qu'on a quand même quelques remontées, qu'il y a 50% de places vides dans les CFA. Donc, on continue d'ouvrir des places, alors qu'on a 50% de places vides, on ne se demande pas pourquoi elles sont vides. Donc, on était dans une situation, on va dire, de non-gestion. Et donc, il faut tout changer. Alors, il faut tout changer à la fois dans la gestion de la région, et il faut tout changer aussi dans les services qu'on offre aux franciliens. Parce que le sujet, c'est quand même qu'on ait une mine extraordinaire de données et de services si on décide de passer à l'heure du digital. Là, l'open data qu'on vient de décréter, c'est-à-dire que maintenant on a décrété qu'on mettait tout en open data. Mais pour vous, start-up, c'est une mine extraordinaire. On avait un combat complètement d'arrière-garde. C'est le combat contre Citymapper. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, RATP versus Citymapper. Le combat, c'était que la RATP et la SNCF ne voulaient pas mettre leurs données en open data parce qu'elles disaient qu'elles allaient se les faire piquer par Google. Moyennant quoi, ou par d'autres, moyennant quoi Citymapper, qui fait un logiciel prédictif de transport, venait hacker le site de la RATP pour récupérer les données en temps réel, comme si c'était un simple usager, et du coup faisait sauter
régulièrement le site de la RATP, parce qu'il prenait trop de données. Et bon. Donc le sujet, c'est qu'en fait, on est toujours défensif. Alors moi, j'ai dit, on va être offensif. On a un site qui s'appelle Via Navigo, il y a 3 millions de personnes qui viennent, on va mettre toutes nos données sur Via Navigo, et quand on aura mis tout, et on va faire nous-mêmes le site prédictif, parce qu'il n'y a pas de raison que les franciliens ils aillent sur un truc qui s'appelle Citymapper, alors qu'ils peuvent aller sur Via Navigo, dans lequel on va leur donner beaucoup plus d'informations qu'ils n'en auront jamais sur Citymapper, et on peut leur donner encore plus de services, puisque nous les avons, toutes les données. Par exemple, la cartographie du covoiturage en Ile-de-France n'a jamais été faite. Or, moi j'ai rencontré toutes les startups de covoiturage, elles sont très digitales, et l'objectif pour elles, c'est vraiment de faire leur propre pub, donc de remplir leur voiture. Voilà, donc on est en train de passer vraiment à l'heure du digital, mais tout reste à faire. Enfin, c'est un immense chantier, et dans tous les domaines d'action de la région, le digital a énormément de place, que ce soit sur les transports, cœur de cible de la région, la formation, cœur de cible de la région, le DevEco, développement économique, cœur de cible de la région, le logement, sur tous ces sujets-là, l'environnement, vraiment le numérique est clé. Alors la mairie de Paris est très active, comme tu le sais, sur le digital. Il va y avoir beaucoup d'annonces au moment du lancement de 1000 startups de Xavier Niel, puisqu'elle est dedans également. Qu'est-ce que peut faire la région dans le domaine du digital ? Plein de choses. Alors d'abord, la compétence du développement économique, elle est maintenant à la région. Donc elle n'est plus au département. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la région aujourd'hui, tous les incubateurs de Paris sont cofinancés par la région Île-de-France. Vous croyez que vous êtes dans un truc qui est financé par la mairie de Paris, c'est au minimum 50-50 avec la région. Donc il y a les questions des incubateurs, il y a toute la stratégie de recherche et d'innovation. Nous, on va arrêter de saupoudrer, parce qu'on saupoudre beaucoup. Aujourd'hui, la région, c'est un lieu de subvention avec des dossiers hyper complexes, dans lesquels les choix sont très opaques, les appels à projets sont très mal connus, notamment des PME, etc. Donc on fait un choc de simplification. On fait un seul dispositif d'aide aux PME, qui va s'appeler UP, PMUP. C'est l'ancien dispositif de la région qu'on va complètement refaire. On aura PMUP, TPUP, InnovUp. Et vous déposerez un seul dossier à la région. Et c'est nous qui aiguillons. Vous êtes une start-up, vous allez sur InnovUp, vous voulez faire de l'innovation. Vous êtes une TPUp, vous êtes sur une TPE, vous êtes sur TPUp, etc. C'est nous qui aiguillons. Et on ne fait pas des appels à projets une fois par an que personne ne voit et dont on ne connaît pas les dates. C'est au fil de l'eau. C'est-à-dire vous avez un projet, vous déposez votre dossier, etc. On va mettre des entrepreneurs dans les jurys, de façon à ce que ce ne soit plus des fonctionnaires qui décident, etc. Donc on part et on fait ça en partenariat avec la BPI, avec plusieurs types d'offres, soit de l'avance remboursable, soit du prêt, soit du capital investissement. On peut faire les trois. Et la région va mettre dans un fonds de garantie plus de 125 millions d'euros pour faire à peu près 600 millions de prêts par an. Et on aura, pour les TPE spécifiquement, un truc qui s'appellera croissance, un prêt qui s'appellera croissance TPE. L'objectif, le constat qu'on a fait, c'est que c'est plus facile en France d'emprunter 1 million d'euros que 25 000 ou 50 000. Donc, ce sera un prêt spécifique pour les toutes petites entreprises qui ont 3 ans. Ce n'est pas de l'amorçage, parce que l'amorçage, il y a des aides spécifiques. Mais c'est pour la croissance des TPE. L'idée, c'est 25 000 euros de prêt pour une innovation, un design, une étude, un prototype, ce qu'on veut. Et la caution de l'entrepreneur est prise entièrement par la région. Donc nous, on est caution de ce prêt, comme on est caution des 600 millions de prêts BPI Innovation. Donc vraiment, la région prend le risque. On a décidé qu'on prenait le risque, parce que tu te souviens, quand on s'occupait d'Internet il y a très 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 longtemps, 18 ans déjà. Mais tu n'as pas changé. Tu fais, voilà. Non, mais tout le sujet, c'était la prise de risque dans l'économie française. Et comment est-ce qu'on aborde cette notion de la prise de risque? Et là, le rôle que peut jouer la région, c'est celui d'amortisseur de risque et de prendre le risque. Voilà. C'est un des domaines dans lesquels la région va être très très présente. Alors avant de remettre le prix et puis de faire la photo d'ensemble, comment vois-tu... Alors avant de remettre le prix, je voudrais quand même parler, puisqu'on a quand même beaucoup de startups dans la salle. Moi, on va faire beaucoup d'appels à projets pour les startups. On va faire des appels à projets dans le cadre notamment de la formation. Parce qu'on a quand même 700 000 chômeurs en Ile-de-France, c'est quand même une singularité française. Une région capitale, normalement, n'a pas de chômeurs. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on réussit à mettre une offre,
l'offre d'emploi en relation avec la demande. On est la seule région de France qui n'a pas de bassin d'emploi pertinent. Donc j'ai fait un partenariat avec Pôle emploi, on a décidé de dessiner les 25 bassins d'emploi pertinents de l'Île-de-France, parce que c'est faux de penser que quand on habite Melun, on va avec plaisir travailler à Cormeilles en Parisie, ou quand on habite le 20e à Saint-Quentin en Yvelines. Donc le sujet, c'est quand même d'essayer de trouver de l'emploi près de chez soi. Alors trouver de l'emploi près de chez soi, comment est-ce qu'on le fait ? Eh bien, donc 25 bassins d'emploi pertinents. Dans les 25 bassins d'emploi pertinents, j'ai demandé à Pôle emploi de m'identifier les 10 métiers en tension de chaque bassin d'emploi. Et je vais mettre une offre de formation qui correspondra à ces 10 métiers en tension. Et par ailleurs, on va mettre sur tous les territoires de l'Île-de-France des tiers-lieux. Aujourd'hui, il y a 130 tiers-lieux en Île-de-France. Alors moi, je crois énormément à la proximité. Je pense qu'on habite la plus belle région de France, à condition qu'on n'ait pas à s'y déplacer, ou en tout cas pas aux heures de pointe. Et donc, je voudrais mettre en place des tiers-lieux pour que beaucoup de franciliens puissent décaler leurs horaires de transport. Si je décale les déplacements de 10% des franciliens, on n'a plus de bouchons en Île-de-France et on n'a plus de train bondé. Donc, ça vaut quand même le coup. Donc, on a fait un plan, c'est les 1000 tiers-lieux franciliens. Aujourd'hui, on en a 130 identifiés. On va passer à un partenariat avec La Poste pour en avoir 50 supplémentaires dès l'année prochaine en zone rurale. C'est-à-dire que les postes qui sont Wi-Fi, qui sont 4G, ouvriront. On a un autre partenariat avec la SNCF qui va mettre 150 gares dès l'année prochaine en Wi-Fi gratuit. Et dans les 150 gares en Wi-Fi gratuit, on mettra là encore des tiers-lieux. C'est-à-dire qu'on aura dès l'année prochaine à peu près 200 nouveaux tiers-lieux. L'objectif suivant, c'est la 4G dans les trains. Donc ça, c'est à peu près 2018. Et donc l'idée, c'est de finir par avoir vraiment des vrais transports connectés d'ici la fin du mandat de 2021, avec des prises, du matériel roulant. On peut travailler dans les transports. Donc là aussi, c'est un énorme sujet, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps dans les transports, et le fait de pouvoir rendre ce temps utile est aussi un énorme sujet. Alors pourquoi je vais faire des appels à projets ? Avec Pôle emploi, on a décidé qu'on voulait faire des bilans de compétences en ligne, avec chaque demandeur d'emploi qui fait son propre bilan de compétences. Et là, on aura besoin de start-up qui nous aident. On a décidé qu'on voulait faire aussi de la formation en ligne, personnalisée selon les métiers, avec peut-être des sites de réalité virtuelle qui montrent comment on fait. Donc ça aussi, on aura besoin de start-up. On va faire un calculateur d'itinéraire prédictif multimodal, mais vraiment multimodal. Là aussi, on aura besoin de start-up. On veut calculer quelle est la pollution générée par votre mode de transport, que vous puissiez choisir le mode de transport le moins polluant. Là aussi, on aura besoin de l'aide de start-up. Donc on va passer énormément de conventions avec les start-up. Et puis on voudrait aussi aider, j'ai oublié de vous en parler, à mettre en place un dispositif de preuve de concept. C'est-à-dire qu'on sait que l'un des gros sujets pour les jeunes qui se lancent, les jeunes entreprises qui se lancent, c'est la preuve de concept. Donc on va mettre en place dans le cadre d'InnovUp une aide qui sera une subvention pour la preuve de concept. Et puis ensuite, si les choses évoluent bien, on fera des avances remboursables jusqu'à 3 millions d'euros pour développer un vrai projet. Donc on est vraiment là-dessus et on essaye que le numérique, le design, l'innovation se développent vraiment dans la région. Voilà. Et on définira un certain nombre de domaines d'intérêt majeurs de recherche dans lesquels il y aura notamment l'exploitation du big data, il y aura... Qu'est-ce qu'il y aura comme sujet qui peuvent vous intéresser? Je ne les ai pas tous en tête. Mais on va définir un certain nombre de domaines d'intérêt majeurs. La sécurité, comment rendre la sécurité moins intrusive, comment vivre au XXIe siècle avec une sécurité omniprésente mais qui doit mieux préserver nos libertés publiques. Donc dans tous ces domaines, on lancera des appels à projets. C'est pour ça que je viens ici parler à l'EBG. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on est prêt à passer à l'étape supérieure. Pareil sur l'environnement numérique des lycées. On veut des lycées 100% numériques, donc dès l'année prochaine, on va lancer une expérimentation sur 8 lycées. C'est quoi le lycée 100% numérique? Qu'est-ce que le numérique peut apporter vraiment à la pédagogie et à la bonne gestion des lycées? Parce que, pour vous donner une dernière anecdote, eh bien, les contrats téléphoniques des lycées n'ont pas été renégociés depuis Internet. Donc nous avons 7 000 € de factures téléphoniques dans chaque lycée d'Île-de-France, il y en a 500. Voilà, ça va nous permettre de faire quelques petites économies, de passer au XXIe siècle. Mais on a besoin de faire ça pour tout.
On a besoin aussi de calculer la consommation énergétique, de faire des choses de sobriété énergétique, etc. On a besoin de passer au XXIe siècle. Le digital nous aidera à passer au XXIe siècle. Et la région a beaucoup d'argent, puisque je n'ai pas tout dit, mais on a 9 milliards d'euros de budget sur les transports et on a 5 milliards d'euros sur le budget de la région. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Et j'espère qu'on aura beaucoup plus à l'issue de l'élection présidentielle de 2017, puisque je suis une fervente partisane de vraie décentralisation, pour qu'on nous donne vraiment toute la compétence formation, par exemple, ou enseignement sup-recherche, des choses comme ça. Là, donc on en vient à la question politique. Tu soutenais François Fillon pour la primaire de 2017. Est-ce toujours le cas? Attends, Pierre, tu as sauté un échelon. Je soutenais François Fillon dans la guerre contre Jean-François Copé en 2012. Le temps passe vite. Le temps passe vite, oui, oui. Si Jean-François Copé et François Fillon étaient encore l'un contre l'autre pour 2017, je pense que je sais qui je choisirais. Mais en l'occurrence, le choix est un peu plus ouvert. Donc tu me permets de réserver mon choix pour l'automne. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, avec mon expérience de président, si tu veux, l'Île-de-France est une région qui est passionnante. Parce que d'abord, on a 12 millions d'habitants, on est plus riche que la Suisse. Donc on est le 7e État européen. Donc c'est très intéressant de regarder l'Île-de-France. Et au vu de mon expérience de présidente de région, cet été, je vais faire un devoir de vacances. Je vais mettre les 5, 6, 10 réformes que je pense indispensables à mon pays. L'Île-de-France, elle est extraordinaire parce que c'est la France, mais avec 10 ans d'avance. C'est-à-dire c'est une France qui est complètement cosmopolite. C'est une France qui est très inégalitaire. Et c'est une France qui est aussi très high-tech, très, très prospère au sens où on a vraiment l'excellence française dedans. Donc je vais présenter ma copie. Il y a eu la charte de Nicolas Hulot, il y aura la charte de Valérie Pécresse. On verra quel candidat signe. On se reverra à ce moment-là. Alors, je te remercie. Je propose qu'on fasse la photo. Tu es la seule femme, je n'ai pas pensé pour la dernière session, je te promets. On a eu des femmes toute la journée. Je croyais que le high-tech était très en pointe sur... Ben oui, absolument. Mais pour la dernière sur les session, évolutions sociétales, je remarque que malgré tout, il y a des pesanteurs. Je n'y ai plus songé. Je propose que vous vous mettiez ensemble et puis tu te mets au milieu et puis on prend la photo. Pour une fois que la politique montre le chemin. C'est WeShape qui les a fait, sauf que celle-ci s'est décollée. Alors c'est la vôtre, il faudra la décoller. Je suis désolé, mais c'est mano mano, ça tombe bien. Voilà. Alors, Monica, ça t'embête pas, elles ont été imprimées ici, absolument, en imprimante 3D. Je propose que... Pour vous faire tous rire, je vous raconte une dernière anecdote. Quand j'étais dans l'opposition à la région Île-de-France, nous n'avions pas le Wi-Fi dans les bâtiments, mais je pensais que c'était une brimade, parce qu'on était l'opposition. Quand je suis devenue présidente, je suis arrivée dans le bureau du président, et j'ai dit, où est le haut débit? Et on m'a dit, parce qu'en plus on est dans la zone de brouillage des Invalides, donc la 4G passe mal. Et on m'a dit, ah non, on ne peut pas avoir le Wi-Fi parce que les murs sont trop épais. Alors j'ai dit, écoutez, en face de moi, il y a l'hôtel particulier de Bernard Arnault. En face de mon bureau, je vais aller le voir parce qu'ils ont l'air à peu près de la même époque. Je vais aller voir si chez lui, les murs sont aussi trop épais pour avoir le Wi-Fi. Alors du coup, mes services sont repartis et puis ils sont revenus quelques jours plus tard et ils m'ont dit, ah si, on a le devis maintenant pour avoir le Wi-Fi dans le bâtiment, c'est 1 million d'euros. Alors j'ai dit, c'est embêtant parce que comme on va déménager sans doute en Seine-Saint-Denis dans 2 ans, je ne vais pas faire 1 million de travaux. Et donc je leur ai dit, écoutez, si la semaine prochaine, je n'ai pas une box Wi-Fi dans mon bureau, j'envoie mon fils de 18 ans chez Orange ou chez SFR ou chez Bouygues ou chez Free. Et puis je pense qu'il me trouvera une box et qu'il la mettra dans mon bureau. Donc la semaine d'après, j'avais une box dans mon bureau. Mais ça demande beaucoup d'énergie, hein, vous savez, de faire passer une collectivité au digital.
Voilà, merci. Maintenant, on va picoler pour ceux qui veulent rester. Ça a été une journée, on a commencé à 4h du matin. J'ai pas le droit de poser, mais Voilà, merci d'être venu.